Bonjour Tania, Bonjour Adrien, bienvenue dans La Tête aux pieds, merci d'avoir accepté mon invitation. Comment ça va aujourd'hui? merci à toi. Écoute, ça va bien, je suis contente de te voir, contente d'être là. Grand soleil ici à Nantes, du coup ça fait un bien fou, ça C'est change. important. C'est Ouais. important l'environnement pour le bien-être, corporel, donc Mmh. on parlera de ça aussi. Tania, on se connaît parce que, on est tous les 2 heu, intéressés par, l'embodiment. L'embodiment, tu vas nous expliquer ce que c'est tout au long du podcast, et tu es déjà coach certifié. Moi, je suis encore en formation, mais on s'est rencontrés grâce à un professeur qu'on a en commun qui s'appelle Mark Walsh. Pour commencer, avant d'aller un petit peu plus dans les détails, justement, est-ce que tu peux dire quelques mots sur ce que c'est que l'embodiment? Parce qu'en France, c'est pas très connu et bah, ensemble, on collabore justement pour changer ça et faire connaître cette notion au grand public. Mmh. Oui, effectivement, c'est un terme, qui commence à arriver dans le milieu, francophone, qui est encore assez méconnu comme tu dis et je dirais que c'est, une approche qui se base sur le postulat, sur le constat qu'on vit, qu'on interagit avec le monde, pas uniquement à travers le mental, mais aussi à travers le corps. Et que le corps n'est pas juste un outil qu'on entretient, pas juste un taxi pour le cerveau, comme Mmh. certains de mes enseignants aiment dire, mais qu'on existe à travers le corps et que, en apprenant à prendre en compte ce qu'on ressent au niveau du corps, on peut apprendre à mieux se connaître. C'est une source d'information, très, très riche et aussi ensuite apprendre à agir avec plus de justesse, faire des choix plus alignés. Très bien et donc ça se distingue de des autres disciplines que j'ai pu pratiquer comme le yoga, le pilates, les arts martiaux et cetera ou le fighting monkey parce que ça implique le corps mais pas forcément par le mouvement. On n'a pas besoin d'être sur un tapis ou dans une tenue spéciale pour pratiquer. Donc c'est un ensemble d'outils finalement assez simple et accessible à tous. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus là-dessus? Oui, mmh. Effectivement, ça prend en compte le corps, mais c'est pas forcément une méthodologie précise. Disons, il y a pas une technique exacte à suivre, c'est plus un constat et qui souligne l'importance de la prise en compte du corps et en fait, le corps, ça englobe plusieurs dimensions. Notre façon d'exister à travers le corps, et ça peut être le mouvement, comme tu l'as dit et parfois ça implique du travail de mouvement. Mais ça peut aussi être plein d'autres choses, notamment la respiration, la posture, le regard, l'attention, et cetera et cetera. Donc plein de dimensions comme ça qu'on cherche à explorer et pour ensuite voir, déjà comment on est dans l'instant, apprendre à reconnaître nos patterns, nos façons d'être, et ensuite accéder à une palette de choix un peu plus large peut-être, que celle qu'on a l'habitude d'avoir. Et aussi, peut-être, juste pour rajouter que ce mot embodiment, cherche aussi à décrire, cette palette de mouvements, de courants qui travaillent avec le corps. Donc ce que tu viens de nommer, les arts martiaux, par exemple, la danse libre, l'impro, on peut aussi dire que ces différents courants entrent, dans ce terme parapluie, l'embodiment aussi. Donc c'est aussi une des façons de décrire, l'embodiment, les différentes approches qui cherchent à travailler avec le corps, et voir comment le corps peut être un allié. Très bien. Donc c'est pour ça que dans la tête aux pieds, ça a toute sa place. Merci beaucoup pour cette présentation, qui est, me semble-t-il, très claire et je sais que c'est pas facile parce que ça justement, hein, pour, déjà traduire le terme embodiment, on se pose des questions et puis ensuite de le résumer, c'est pas toujours évident, mais je trouve que tu l'as fait d'une façon très claire. Merci beaucoup Tania. Je pense qu'avant d'aller plus en détail dans ce que c'est que l'embodiment, c'est intéressant que tu nous parles un peu de ton parcours, parce que ça aussi, ça vient enrichir, caractériser l'approche que tu as dans tes coachings et je sais qu'elle est, fort diverse et très intéressante. D'où viens-tu, Tania? Qui es-tu? Qui suis-je? Grande question. Eh oui, hein. Facile. J'ai du mal à répondre, comme probablement une grande partie des humains, mais disons que donc déjà peut-être, pour commencer, je vais dire que je viens de Biélorussie, originaire de Minsk, capitale de Biélorussie, mais je ne sais pas dans quelle mesure mon origine, me définit, de façon importante ou pas. Mmh,
J'ai passé une grande partie de ma vie à vivre, travailler, étudier un peu partout à travers le monde. Après avoir fait mes études en Biélorussie, j'ai aussi étudié en Chine, en France, et ensuite, fait le choix de m'orienter vers une carrière dans l'humanitaire, qui m'a aussi amenée à vivre, travailler dans plein de pays, différents, pas forcément très touristiques, pour ensuite atterrir en France il y a quelques années. Donc, voilà, déjà ça par rapport aux origines géographiques. Mmh. D Passer une grande partie de ma vie à vivre vraiment dans plein, plein, plein d'endroits différents et je pense que ça a aussi façonné qui je suis aujourd'hui. Du point de vue professionnel, comme tu l'as déjà dit, je suis coach, coach somatique, coach en embodiment, enseignante de méditation de pleine conscience et je continue toujours à travailler dans l'humanitaire, avec une casquette de consultante. Donc je suis à mon compte et j'accompagne différentes organisations humanitaires et de développement qui mettent en place des projets dans des contextes de crise, de conflits, pour accompagner les populations affectées. Je les accompagne de différentes manières, pour les aider à, concevoir, ce qu'il faut proposer à ces populations affectées, quel type de réponse on va apporter, les aider à monter les projets, à gérer ces projets, à les évaluer aussi à la fin. J'enseigne un petit peu ces thématiques aux étudiants. Mmh. OK, donc tu es également formatrice. Donc on va revenir un petit peu sur, sur ce large panel d'activités. D'abord, effectivement, ton parcours multiculturel qui probablement est alors te définit comme tu l'as dit, mais c'est aussi un atout quand tu dois, te positionner, face à des publics pour transmettre ou pour les accompagner. Comment est-ce que tu es passé de la Biélorussie en Chine? Alors, déjà, depuis assez petite, j'avais un attrait pour les langues étrangères, pour différentes cultures. J'ai appris le français à l'école. C'était un peu un concours de circonstances, mais j'ai découvert que j'aimais beaucoup ça, en fait. J'aimais beaucoup apprendre les langues, j'avais une facilité pour ça. Ensuite, l'anglais, mmh et quand j'ai passé mon bac, évidemment, la question s'est posée de: «OK, qu'est-ce que j'ai envie de faire comme études?» Mmh. Tout le monde me disait: «Tania, tu parles déjà tellement bien le français, il faudrait que tu approfondisses ça, que tu deviennes interprète, traductrice», et à l'époque, les études supérieures en Biélorussie, c'était 5 ans. Donc c'est ni plus ni moins, tu es obligé de faire 5 ans d'études et je me suis dit: «OK, je parle déjà bien le français, passer 5 ans à continuer à étudier cette langue, je pense que ça va, je tournais en rond». Et en parallèle, j'étais assez intéressée par l'Asie, l'Extrême-Orient, la Chine, le Japon, la culture, l'histoire et cetera et je me suis dit: «Pourquoi pas apprendre, une langue, plus, rare, plus exotique?» Mmh. Et continuer aussi à approfondir mes connaissances sur la culture. Et du coup, j'ai intégré la faculté de relations internationales, avec un focus sur l'Asie et plus particulièrement sur la Chine. J'avais le choix entre le chinois, le japonais et d'autres langues. J'avais choisi le chinois et du coup, j'ai ensuite passé, 5 ans à étudier, les relations internationales, l'économie, le droit, mais aussi, l'histoire de la Chine, la culture, la langue et j'ai passé 2 ans en Chine, dans le cadre de mes études. Où ça en Chine? D'abord dans une petite ville, au milieu de la Chine qui s'appelle Wuhu. Mmh. Tout à fait, ouais et puis ensuite, Shanghai et OK, j'ai aussi et beaucoup voyagé à travers la Chine, à travers l'Asie. ça, c'est une des choses aussi qu'on a en commun parce que dans une autre vie, j'ai étudié les langues étrangères et notamment le chinois. J'ai aussi séjourné en Chine, donc je sais que c'est une expérience, ô combien formatrice et haute en couleurs. Est-ce que tu veux nous raconter un petit peu comment c'était d'habiter en Chine? Mmh. C'était une expérience très, très forte pour moi aussi. Une première vraie expérience interculturelle, à la fois le contact avec la Chine, qui est vraiment un autre monde comme tu dis et aussi le contact avec, les étudiants qui venaient du monde entier, qui faisaient partie de mon groupe, donc une sorte de double ouverture, je dirais. Mmh. J'ai passé plusieurs mois dans une ville, disons relativement petite selon les standards chinois, même si Oui. c'était une ville de plus d'1 million d'habitants, mais à l'époque, il y avait très, très peu d'étrangers dans cette ville et c'était assez, pas toujours facile finalement de se retrouver dans une ville, où l'étranger était une source d'attention et de curiosité de la part de tout le monde. Une ville où la densité est grande, comme partout en Chine, et où l'attention est constamment, dirigée vers toi.
À la fois, c'était aussi une ville qui, m'a permis de m'immerger dans la culture chinoise. J'ai par exemple pratiqué le tai chi avec une prof chinoise, j'ai pu vraiment pratiquer la langue, vu qu'il y avait très peu d'étrangers, donc ça, c'était vraiment génial. Et puis ensuite, le fait de partir vivre à Shanghai, c'était encore autre chose, cette ville qui est immense, intense, beaucoup plus interculturelle aussi. Mais, je pense que ce voyage, et ces quasiment 2 ans, passés en Chine, ont vraiment eu un impact important sur mes choix de carrière ensuite, sur la personne que je suis devenue. M'ont beaucoup ouvert à justement à l'interculturalité, qui, m'ont, permis aussi de prendre du recul, je dirais, par rapport à mon propre environnement culturel, Mais c'est oui, c'est effectivement un ailleurs, civilisationnel et donc ça permet de réaliser, en tout cas moi c'était mon expérience, que il peut y avoir, vraiment complètement d'autres cadres de référence oui. et ça tant qu'on l'a pas vécu, c'est difficile à intégrer, mais ça peut être déroutant, mais c'est très enrichissant effectivement parce qu'on Mmh. peut avoir vraiment une perspective complètement différente, sur la vie. Et que ça oui, ça enrichit, la palette, existentielle, disons. Hem, Complètement. La langue aussi, une la langue aussi, voilà, facilité, de donc construire en ses quoi mots, la ses phrases, pardon, excuse-moi, dis-moi? Non, je voulais juste rajouter que, comme tu dis, c'est l'environnement en tant que tel, qui permet de prendre du recul par rapport à nos points de référence, mais aussi la langue, avec une logique tellement différente, à la fois en termes de prononciation, de grammaire, d'écriture, je sentais que ça mobilisait, quelque chose, que j'avais pas forcément l'habitude de mobiliser avant. Et ça aussi, je pense que ça a eu un impact sur ma façon de percevoir le monde, d'interagir avec les autres, mmh. Et en quoi cette langue est différente? Qu'est-ce que tu parles de choses que ça mobilise de façon différente? Est-ce que tu pourrais expliquer, par rapport à ta langue maternelle ou par rapport au français? En quoi le chinois se distingue, par exemple? Déjà, première chose, assez évidente, c'est une langue, où l'écriture est basée sur les caractères. Mmh. Donc c'est une logique d'écriture, très différente et très visuelle. Les mots écrits contiennent du sens. Les différentes parties des caractères chinois, évidemment les caractères dans leur entièreté, ils sont porteurs de sens en eux-mêmes, c'est quelque chose de très visuel, ça raconte une histoire souvent. Chaque mot écrit raconte une histoire et c'est super intéressant, et si on commence à se plonger là-dedans, on peut découvrir, plusieurs couches de cette histoire-là justement. Parfois ça remonte à des époques assez lointaines, les mots ont été façonnés par des réalités qui sont assez différentes de celles d'aujourd'hui et c'est fascinant. C'est une langue tonale où il y a 4 tons, et ça, c'est vraiment difficile à maîtriser pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de ça, et il m'a fallu pas mal de temps, pour, commencer à apprivoiser les tons. Et c'est aussi, c'est facile de faire des erreurs, à la fois en termes de compréhension et en termes de prononciation. Donc ça demande une sensibilité particulière, je dirais, et une qualité d'écoute finalement, et d'attention, qui était nouvelle pour moi. La grammaire est différente, c'est comme une sorte de Lego, les mots ne changent pas. Il y a pas de déclinaison, il y a pas vraiment de passé, pas de futur, donc on accole les mots, on les met les uns derrière les autres, et ça donne des phrases, et du coup pareil, c'est une logique, assez différente, de construction de sens, de phrases, Il y a effectivement de tu as parlé de sensibilité, d'écoute, d'attention, quelque chose qui est très corporel, enfin c'est une expérience vraiment différente et qui dans mon expérience est lié aussi à des pratiques, comme le tai chi par exemple ou les arts martiaux. Enfin, il y a quelque chose là qui engage l'entièreté de l'individu, à la fois donc pour la prononciation et pour l'écoute et qui est très incarné justement puisque on parle d'embodiment et effectivement c'est pour nous c'est une grande découverte je trouve. J simplement quand tu parles de ton, donc c'est qu'une même syllabe peut se prononcer de 4 façons différentes en mandarin. Il y a d'autres dialectes où ça peut être plus, jusqu'à 9 je crois en cantonais. Et donc voilà, une même syllabe peut avoir, 4, significations différentes. Donc effectivement, il faut bien maîtriser, sinon ça peut donner lieu à des quiproquos et assez cocasses. exactement, exactement.
Et donc qu'est-ce que tu as gardé de cette expérience du chinois? Est-ce que tu es toujours, fluent en chinois ou est-ce que ça part un petit peu? Ça part un petit peu malheureusement. J'étais vraiment fluent à l'époque. J'avais un petit peu travaillé en tant qu'interprète, traductrice, j'avais été formée pour ça. Je pouvais lire des livres, des magazines, mais là, j'ai pas vraiment pratiqué depuis plusieurs années. Peut-être un petit peu dans les restaurants chinois, quelque part Mmh. à Bangkok, par exemple, ce qui était toujours une source d'étonnement et de surprise, pour le serveur et les serveuses. Mais j'ai malheureusement beaucoup perdu, vu que je me suis orientée vers une carrière un petit peu différente. Mais comme je disais, c'est une expérience qui m'avait quand même, beaucoup, marquée et qui m'avait façonnée à sa manière. Le fait de vivre quelque chose de d'aussi différent par rapport à mon environnement habituel, et de pouvoir voyager à la fois à travers la Chine, à travers la région, me confronter aussi à, différentes façons de vivre, à différentes, problématiques, auxquelles les humains sont confrontés dans cette région. Ça a aussi eu un impact sur mes choix de carrière par la suite. Par exemple, le fait de voyager dans les camps de réfugiés, tibétains au Népal, par exemple, et visiter d'autres endroits et contextes, je pense que ça m'a beaucoup sensibilisée à toutes ces problématiques de, à la fois, déplacement, de, droits humains aussi, et ça fait partie, des, raisons qui, ont fini par, m'inspirer à faire ce choix de m'orienter, dans l'humanitaire. Très bien, on va, développer ça dans une seconde, mais ce qui me vient quand je t'écoute, c'est que effectivement, étudier, pratiquer le chinois, parce qu'il faut vraiment pratiquer, ça peut être aussi une forme de kung-fu, quoi. Comme un art martial où, on développe Mmh. son savoir-faire à force de répétition et d'exercice et que cette maîtrise, elle apporte, une certaine fluidité, une certaine compréhension. Donc après la Chine, tu as choisi de t'orienter vers, l'humanitaire. Comment ça s'est passé? Mmh, déjà, effectivement, ce parcours, d'apprentissage du chinois en relations internationales me prédestinait vers un certain type de carrière. J'aurais pu continuer à travailler en tant qu'interprète, traductrice, et je l'ai un peu fait, comme je viens de le dire. J'aurais pu, repartir en Chine pour continuer mes études, ou par exemple travailler, dans le commerce, à la fois soit en Chine, soit en Biélorussie. Mais pour différentes raisons, je sentais qu'aucun de ces parcours, ne me correspondait, pleinement et ne m'inspirait pleinement, et qu'après avoir passé quasiment 2 ans en Chine, à la fois j'étais très reconnaissante et très inspirée par cette expérience, et à la fois je sentais que j'avais pas forcément envie de retourner dans ce pays pour y vivre, qu'il y avait quand même beaucoup de choses, qui étaient très, 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 différentes. Enfin, les repères étaient très, très différents. Il y avait parfois aussi des choses avec lesquelles, j'étais un peu moins à l'aise. Parfois, j'avais l'impression d'être dans une sorte de vase clos qui était très tourné vers lui-même, avec, tous les dérives parfois, toutes les dérives que ça peut engendrer, et donc il y avait ce constat-là. Ensuite, je sentais que j'avais vraiment envie de faire un métier qui me permettrait d'allier 3 choses. La première, c'est, mon parcours en relations internationales. La deuxième, c'est les langues. J'adore ça. Donc j'avais envie d'un métier qui me permettrait de continuer à pratiquer les différentes langues, et aussi de continuer à voyager, à, découvrir le monde, les différents pays, et je sentais que j'avais vraiment envie, d'un métier, orienté vers l'humain, d'un métier à impact, social, quelque chose comme ça. Quand j'étais étudiante, j'étais déjà assez engagée dans différents projets, à vocation sociale, bénévoles, et cetera. Je me disais: «Ah tiens, ce serait vraiment génial d'avoir quelque chose qui me permettrait d'allier tout ça», et j'avais aussi envie de découvrir un système éducatif différent du système chinois et biélorusse, et potentiellement faire un master, en Europe, et j'avais commencé à explorer ce qui était accessible, avec mon parcours, et j'ai vu qu'il y avait des formations spécialisées dans ce qui s'appelle le développement international et l'aide humanitaire, la coopération internationale, et j'ai eu un déclic en me disant: «En fait, ça a l'air vraiment de regrouper tout ce qui m'intéresse et qui me passionne, tout ce qui me passionne», et donc je me suis retrouvée à postuler, ces différentes formations pour ensuite me retrouver en France pour faire un master, dans ce domaine-là à Paris. Mmh. Ce qui a été le début de ma carrière dans ce secteur.
Et ensuite, comment ça s'est passé alors? Tu as travaillé pour des ONG ou des organisations internationales? Oui, tout à fait. J'ai d'abord donc fait mon master, c'était un master pro. Il y avait un stage à faire pendant la deuxième partie, le 2 semestre, et j'ai d'abord fait un stage dans une ONG plus, développement, projet de microcrédit, partout à travers le monde, et puis ensuite un deuxième stage, dans une organisation, humanitaire qui met en place des projets d'urgence partout à travers le monde, et ça m'a beaucoup plu. Initialement, j'avais pas forcément prévu de travailler dans des contextes d'urgence, mais ce stage, m'avait beaucoup inspiré. Et ça s'était bien passé aussi, ils m'ont permis après le stage, au siège, de partir, à l'étranger. D'abord en Haïti pour une mission courte qui est devenue un peu moins courte, Mmh. pour former en une deuxième mission, puis en une troisième mission, et finalement, j'ai passé 8 ans à travailler dans différents contextes de crise et de conflits, le Liban, la Centrafrique, le Cameroun, le Soudan du Sud, l'Irak, l'Ukraine, voilà, à gérer des projets, de soutien aux populations affectées par les crises, les catastrophes naturelles. Et alors comment c'était cette expérience? Parce que ça a l'air assez, unique et intense. Intense, c'est le mot, Mmh. unique aussi. Hem, Pas facile de résumer en quelques phrases, c'était vraiment une vie entière encore. Disons que c'était à la fois challengeant, intense, difficile, et à la fois très, enfin je me sentais vraiment connectée à cette notion de sens, et cette, sensation que je faisais quelque chose qui, avait vraiment un impact positif. Pas toujours, pas tout le temps et pas sur tout le monde, mais que voilà, je faisais quelque chose qui avait vraiment du sens pour moi et pour les gens avec qui je travaillais. Déjà, c'est vraiment un travail qui m'a permis de, me confronter à beaucoup de choses, à la fois à l'interculturalité, à l'insécurité aussi, à la souffrance humaine, et ça m'a fait questionner beaucoup de choses aussi, et ça m'a fait, grandir de plein de manières. Au final, ça m'a fait apprendre beaucoup de choses, sur l'humain au sens large. Mmh. C'est un métier qui m'a beaucoup challengée personnellement parce que, bon, déjà à vivre dans des contextes, aussi différents et souvent aussi insécures, c'est pas facile, et en plus de ça, assez rapidement, je me suis retrouvée à gérer pas mal de responsabilités, à gérer des, projets, assez conséquents avec des volumes financiers assez importants, gérer des équipes. J'ai commencé à gérer des équipes assez jeunes, des équipes interculturelles en plus, avec, tous les challenges, tous les défis que ça implique aussi. Et excuse-moi, quel genre de défi ça implique de travailler avec une équipe interculturelle, par exemple? Ou multiculturelle? Mmh. Les personnes ont des parcours et des profils vraiment très, très différents, et très différents du mien, ils ont des vécus très différents que je n'appréhende pas forcément, et que je ne suis pas forcément toujours en mesure de bien prendre en compte. Différentes cultures ont différentes façons de communiquer, différents référentiels, différents points de repère, différentes, relations avec le temps, par exemple, à la planification, à l'anticipation, à la négociation, au conflit, et apprendre à gérer cette complexité, c'était pas toujours facile évidemment. Mmh. Donc oui, ça impliquait de composer avec beaucoup de variables, j'imagine. Exactement. Très bien. Mais, pardon, je t'ai interrompu, je ne sais pas si tu voulais développer, une autre idée, mais en tout cas, on a, l'impression que enfin, de l'extérieur, l'humanitaire, ça fait un peu rêver parce que, c'est on se met, comme tu l'as dit, au service de populations qui sont en détresse, mais que ça fonctionne pas toujours comme on l'imagine ou aussi bien qu'on l'imagine. C'est quelque chose que tu avais, à laquelle tu avais fait allusion tout à l'heure. Hem, Toi, ta vision de ton métier a évolué? Oui, certainement. Je pense que, en partant à l'étranger pour la première fois, j'étais déjà assez préparée aux réalités auxquelles j'allais me confronter. En tout cas, j'étais préparée à me confronter à l'insécurité, à la charge de travail importante, à la souffrance humaine, et ça, c'était vrai. Mais il y avait aussi pas mal de choses, auxquelles je pense que j'étais pas préparée, malgré la formation, les stages et cetera. Hem, je pense que j'étais pas forcément prête à découvrir que, comme dans n'importe quel métier et domaine,
l'humanitaire, n'est pas non plus à l'abri, de, relations conflictuelles au sein des équipes, de management toxique et ça peut être évidemment une grande source de tension et de fatigue. Je pense que j'avais pas forcément entièrement conscience à quel point ce métier, est demandeur et prenant et à quel point parfois on attend de nous, en tant que travailleurs humanitaires, qu'on soit disponible, et là pour les autres tout le temps et que c'est vraiment un métier qui ne laisse pas beaucoup de temps pour soi et pas beaucoup d'opportunités pour prendre soin de soi-même. Donc un métier finalement qui est assez propice à l'épuisement, même au burn-out, quelque chose que j'ai aussi vécu et traversé, moi-même. Je pense que j'étais, pas prête aussi, au choc culturel, inversé. J'étais évidemment préparée à vivre un choc en arrivant, dans les pays très différents, du mien ou des miens. Mais, je m'attendais pas à me sentir, aussi seule, et souvent aussi déconnectée, de la réalité de mon entourage, quand je revenais chez moi, après mes missions. J'étais pas préparée aussi à la précarité de ce métier. Souvent, c'est des contrats à court terme, de 6 mois, 9 mois et aussi parce que souvent, au bout de 6 à 9 mois, on est déjà assez Mmh. fatigué, on a envie de faire une pause, pour ensuite, devoir trouver un autre contrat, un autre emploi, donc ça engendre une certaine précarité. Donc, oui, et puis, en effet, je pense que comme dans n'importe quel métier, hem, il y a des choses qui fonctionnent, bien et parfois un peu moins bien et en plus, on fait face à des crises, complexes, à des situations en réalité complexes qui parfois dépassent notre capacité d'agir, notre capacité de changer les choses et ça peut être très frustrant aussi de sentir que malgré toutes les bonnes intentions du monde, on ne change pas forcément la donne, de façon significative. Et que, parfois on se retrouve, pris dans ces engrenages bureaucratiques, des relations avec les bailleurs, d'écriture des rapports, et cetera, jusqu'à en oublier parfois la finalité, et le but, de nos actions, de nos activités. Parfois je sentais qu'il y a ce décalage qui se créait parfois, que il fallait faire cet effort conscient en fait pour, vraiment me rappeler: «OK, je suis là pour les autres, et pas juste pour passer des heures et des heures sur un tableau Excel, en rapport de 50 pages». Donc bravo d'avoir fait tout ça déjà et c'est beaucoup de facteurs de stress. Donc après t'être, consacrée à t'occuper des autres, tu as pris un chemin pour t'occuper de toi, plus. Oui, on peut résumer ça comme ça. Je pense que j'ai été un petit peu forcée aussi par la vie, en quelque Mmh mh. sorte, parce que, pendant les premières années de ma carrière, j'avais vraiment envie de bien faire les choses, de me donner à fond. J'avais du mal à parfois à poser mes limites, à dire non, assez classique au final. Heu et à un moment, j'ai vécu un burn-out. J'ai vécu une mission difficile, où, j'étais à la fois dans un contexte assez isolé, avec une charge de travail importante. Je passais quasiment tous mes week-ends, toutes mes soirées à travailler et donc, au bout d'un moment, ça n'allait plus. Je ne retrouvais plus, l'énergie pour avancer, ni la motivation, je me sentais pas bien physiquement. Il m'a fallu du temps pour comprendre ce qui m'arrivait et pour mettre le mot burn-out dessus. Finalement, j'étais très peu sensibilisée sur ces thématiques-là à l'époque et du coup, voilà, j'ai mis du temps à comprendre, ce qui était en train de se passer. Mais, ça m'a forcée à m'arrêter, à prendre une vraie pause. J'ai, oui, pris de longues, longues vacances, pour me reconnecter, à moi-même, pour aussi, me reconnecter à mon compagnon que j'ai rencontré, en faisant ce métier, qui lui aussi avait vécu quelque chose de difficile, plus ou moins au même moment et on s'est dit que c'était important pour nous aussi de nous retrouver entre nous et prendre soin de la relation et je me suis dit: «OK, si j'ai envie de continuer à travailler dans ce domaine, à être là pour les autres, il faut que, je change quelque chose. Il faut que j'arrive à mieux prendre soin de moi. Il faut que j'arrive à renouer avec toutes ces pratiques qui étaient déjà dans ma vie, mais que j'avais un petit peu abandonnées pendant les premières années de ma carrière dans l'humanitaire et du coup, ça m'a fait, reconsidérer, et peut-être remodifier, pas mal de choses. Apprendre à prendre des vraies pauses, apprendre à mieux prendre soin de moi en mission et graduellement, aussi petit à petit à me dire: «OK, est-ce que j'ai envie de continuer à, travailler avec le même rythme, avec les mêmes modalités ou est-ce que j'ai envie de faire les choses différemment?»
et petit à petit, ça m'a menée à ce choix de déjà arrêter des missions à l'étranger et m'installer en France et ensuite, quitter mon emploi à temps plein pour me mettre à mon compte et devenir consultante indépendante. Donc être plus à l'écoute de tes rythmes, biologiques, Mmh, tout à fait. disons. Et tu as parlé de pleine conscience tout à l'heure. Tu as pratiqué cette méthode de façon approfondie et tu es devenue enseignante de pleine conscience? Oui. Comment ça s'est passé ça? Mmh. C'est une pratique que j'ai découverte, il y a déjà longtemps. J'avais déjà commencé à faire des retraites, de pleine conscience quand j'étais étudiante en biologie. Une période où je touchais à pas mal de choses, j'avais cette appétence déjà pour, les pratiques de mouvement, les pratiques de méditation qui, déjà à l'époque m'avaient beaucoup inspirée et soutenue. Heu, j'ai, hem, j'ai eu un peu moins de temps pour ces différentes pratiques, quand j'ai commencé à travailler dans l'humanitaire. Puis, le fait de vivre le burn-out et me dire: «OK, il faut que je prenne mieux soin de moi». Comme je disais, ça m'a re-inspirée à réintégrer, ces différentes pratiques dans ma vie et plus particulièrement la méditation de pleine conscience. Ça a vraiment été un outil qui m'a beaucoup soutenue pendant cette période de fatigue, et de stress. Donc j'ai recommencé à pratiquer et puis, petit à petit, quand je me suis mise à mon compte, à la fois, comme tu dis, ça m'a permis d'être un peu plus à l'écoute de mes cycles, de mes rythmes et ça m'a aussi libéré du temps, pour, faire autre chose et j'arrivais à ce constat que continuer à être passionnée par mon métier d'humanitaire, qui m'apporte beaucoup de choses, mais qu'il y avait aussi des choses qui me manquaient, que j'avais envie d'avoir de la place dans ma vie pour, notamment nourrir ce côté, très tourné vers l'humain, empathique que j'ai. Finalement, mon métier est devenu assez, organisationnel, analytique, beaucoup de rédaction, de synthèse, de traitement de données et cetera, de réflexion stratégique. Ce qui est très bien, je pense que je suis assez bonne là-dessus et j'aime ça. Mais, j'avais aussi envie d'un autre volet et je me suis posé la question: «OK, comment est-ce que je peux nourrir ça? Qu'est-ce que je peux faire concrètement?» Et sachant que la méditation est déjà très présente dans ma vie, j'avais à la fois envie d'approfondir ma propre pratique et je me suis dite: «En fait, ça me fait tellement de bien que peut-être que ça me plairait de le transmettre à d'autres personnes». Et c'est à peu près à ce moment-là que j'ai découvert qu'un des profs, que j'apprécie beaucoup, un enseignant de méditation de pleine conscience, a commencé à proposer des formations de formateurs, d'enseignants et j'ai pas mal hésité, en me disant: «Bon, est-ce que ça va me plaire? Est-ce que c'est pour moi ou pas?» Et finalement, j'ai franchi le pas. J'ai commencé une formation, qui a finalement duré, 1 an et demi, qui était assez exigeante, beaucoup de pratiques personnelles, beaucoup de pratiques, d'enseignement individuel, en groupe et j'ai découvert que ça me plaisait beaucoup, en fait, d'accompagner les gens à travers ces outils. Mmh. Et est-ce que tu peux expliquer brièvement en quoi ça te faisait du bien, la pleine conscience? J'ai tendance à être beaucoup dans ma tête, Mmh. dans le mental, les pensées qui tournent en rond, penser à la f peut-être, au passé, ce que j'aurais dû faire autrement, ou penser au futur et la pleine conscience m'a vraiment appris que, j'ai le choix, que même si j'ai cette tendance-là, je suis pas obligée d'être en permanence dans le futur ou dans le passé et que je peux apprendre à délibérément m'ancrer dans le présent et tourner, mon attention, vers, les expériences qui ont lieu là, ici et maintenant et que quand je le fais, c'est très, très riche, et ça me permet de me sentir, plus connectée à moi-même et à la vie en quelque sorte. Parce qu'au final, à force d'être en permanence, soit dans le passé, soit dans le futur, je passe souvent à côté du présent, y compris de toutes ces belles choses, qui se passent dans l'instant présent et c'est aussi, on peut parler de la méditation en pleine conscience, comme, d'une approche qui nous permet aussi de travailler certaines compétences ou qualités. Finalement, c'est pas juste, une fin en soi. On pratique la pleine conscience pour travailler quelque chose, comme l'embodiment. C'est pas une fin en soi, c'est une méthode ou une approche qui nous permet de développer quelque chose et la pleine conscience, m'a permis de développer, par exemple, la concentration, de pouvoir vraiment être plus présente et plus concentrée sur ce qui se passe, là et maintenant. D'apprendre aussi
développer ce qu'on appelle parfois l'équanimité. C'est un mot un peu compliqué à définir, mais disons une attitude un peu plus accueillante, plus ouverte, un peu moins dans le jugement par rapport à ce qui se passe. Parce que j'ai observé que souvent, quand il y a quelque chose, je sais pas, de désagréable qui arrive, j'ai toujours tendance à essayer de me protéger, prendre de la distance, et dès qu'il y a quelque chose d'agréable, parfois j'ai tendance à me dire: pourvu que ça dure, Mmh. encore un peu plus longtemps». Donc j'ai appris à cultiver une attitude un peu plus, ouverte, peut-être équilibrée par rapport à mes expériences, et aussi, travailler la compassion et la bienveillance envers moi-même, et ça, c'était, quelque chose dont j'avais besoin. Très bien. Merci beaucoup pour cette présentation de ton expérience qui est à la fois claire et détaillée. Et donc, après ça ou en même temps, je ne sais pas, tu as découvert et tu t'es formé à l'embodiment. Oui. La boucle est bouclée, ça y est, Tania. Et donc, qu'est-ce que c'est que l'embodiment? Où t'es-tu formé? Voilà, en Mmh. quoi c'est différent de la pleine conscience aussi? Hem, j'ai découvert, entre autres, le travail de Mark Walsh, qui est un enseignant que tu connais aussi, auprès duquel tu es en train de te former. Plus ou moins au même moment que, j'ai découvert cette formation en méditation de pleine conscience. Et j'avais quelques amis qui, avaient participé aux toutes premières formations de Mark Walsh, qui est un enseignant d'embodiment et coach, qui, à l'époque proposait des formations, en Russie. J'avais quelques amis qui étaient allés là-bas depuis la Biélorussie pour se former auprès de lui et de son équipe. C'est comme ça que je l'avais découvert. Et j'ai été assez curieuse, je me disais: «Ah tiens, ça a l'air intéressant ce qu'il propose, je ne connais pas cette approche, ça parle du corps», et puis ensuite j'ai découvert que, le prof, auprès de qui je m'étais formée à la pleine conscience connaissait aussi Marc et s'était aussi, formé auprès de lui, et qui finalement avait une approche très embodied, très corporelle à l'enseignement de la méditation. On parlait beaucoup du corps et comment le corps peut être, un soutien dans la pratique de méditation, et ça me plaisait beaucoup et ça me parlait beaucoup parce qu'effectivement, je pense on ne peut pas dissocier les 2. C'est pas du tout, la pleine conscience, c'est pas du tout une pratique que «mentale» entre guillemets, même si parfois on a tendance à le percevoir comme tel, et en parallèle à toute la pratique d'accompagnement des gens, individuellement et en groupe, je me suis rendu compte que j'avais, naturellement tendance à proposer, des outils, corporels de régulation de stress, et cetera, et je me disais: «Ah tiens, je le fais déjà, ça me plaît beaucoup, mais je sens que ça me plairait d'aller plus en profondeur, pour me sentir à la fois plus légitime et aussi pour être mieux équipée et pour pouvoir accompagner les gens de façon plus holistique encore, d'avoir une palette d'outils plus large», et donc après avoir fini cette formation en pleine conscience, j'ai décidé, quelques mois après, à me lancer dans la formation de, embodied coaching, de coaching, somatique auprès de Marc. OK. Pour ensuite, enchaîner avec une autre formation, plus axée sur le leadership incarné. Donc oui. OK. On va parler de ça, de cette notion de leadership qui me semble très intéressante. Mais est-ce que quand tu parles des outils que propose l'embodiment, est-ce que tu peux en citer quelques-uns sans forcément détailler, mais pour qu'on ait une idée justement, puisque c'est pas donc, des salutations au soleil ou des étirements ou des choses comme ça. Qu'est-ce que ce serait des outils qu'on peut utiliser dans une séance d'embodiment? Mmh. Alors, le premier outil va peut-être paraître, assez, banal. Je ne sais même pas si outil c'est, le bon mot, mais en tout cas, on tout passe par, la prise de conscience de comment on est dans l'instant, et donc concrètement, dans les sessions de coaching, embodiment coaching, très souvent tout commence par, l'accompagnement des personnes, pour qu'elles puissent mieux comprendre, comment elles se sentent dans l'instant. Donc là, concrètement, je peux te demander, Adrien, tout simplement peut-être à détourner ton regard de l'écran pour quelques secondes et juste observer, en fait, ce qui se passe au niveau de ton corps dans l'instant, et moi, je vais faire pareil, et quand je le fais, je me rends compte, en fait, qu'il y a un peu de tension dans ma mâchoire, dans ma poitrine, que ma respiration n'est pas très profonde. Je me dis: «Ah tiens, en fait, avant, je l'avais même pas remarqué».
J'étais tellement concentrée sur notre échange, sur ce que j'avais à dire que j'avais même pas remarqué comment je me sentais là, dans mon corps et on a très souvent tendance à l'oublier, en fait et le mettre de côté. Donc déjà beaucoup de travail de prise de conscience, à la fois par rapport à comment on est dans l'instant, mais à la fois aussi quels sont mes patterns de comportement, mes façons d'être, sur la durée et pour ça, pour par exemple nous aider à, mieux se connaître, et découvrir nos patterns, on peut utiliser l'approche qu'on appelle l'approche des 4 éléments. Ça n'a rien à voir avec la médecine chinoise, mais c'est plus, une façon de, découvrir nos préférences, par rapport à nos façons d'être, y compris à travers le corps. Est-ce qu'on a tendance à être, peut-être un peu plus ancré et plus carré, disons, y compris dans nos mouvements, notre posture? Est-ce qu'on va être un peu plus, fluide comme l'eau, plus relationnel, plus adaptable? Est-ce qu'on va être peut-être un peu plus léger, un peu plus dans l'humour, et toutes ces différentes dimensions ont un impact sur comment on existe, à travers le corps. OK. Donc il y a Donc des les outils 4 pour éléments pardon, pardon, non, les 4 éléments, donc ce serait la terre, l'eau, le feu et l'air, c'est ça? exactement. J'ai Qui pas peuvent cité le corres feu encore, mais effectivement, il y a aussi le feu. On aura une façon d'être un peu plus, directionnelle, plus assertive peut-être et aucune de ces façons d'être, n'est ni bonne ni mauvaise. Chacune a ses points forts et ses points faibles. Mais il y a des pratiques, de mouvement que je peux de mouvement, de posture, que je peux proposer aux gens pour, qu'ils découvrent, leurs préférences. Parce que souvent on n'a pas conscience, donc on peut, accéder à des informations assez riches finalement, assez complémentaires, à ce qu'on peut avoir à travers des approches plus mentales, par rapport à comment on est, qu'est-ce qu'on aime, et qu'est-ce qui est peut-être un peu plus, difficile d'accès. Et puis ensuite, une fois que ces différents constats sont faits, heu, on peut, ensuite avec la personne, définir, OK, vers quoi on a envie de tendre par la suite et pas mal de personnes qui viennent me voir, ont envie de travailler sur leur réaction face au stress, par exemple. Ça, c'est un sujet très courant, vu que les différents challenges du quotidien engendrent du stress et pour ça, l'approche, d'embodiment, je la trouve très puissante parce que finalement le stress, on le vit à travers le corps. Donc il y a beaucoup de petites pratiques, mmh, qui sont parfois très courtes, mais que je trouve très puissantes de centrage, par exemple, de retour à soi, en fait, tout simplement, face au stress. Apprendre à observer nos réactions face au stress et apprendre à les réguler à travers la posture, la respiration. Par exemple, tout simplement, revenir à soi, au contact des pieds avec le sol, du bassin avec la surface sur laquelle on est assis, étirer un petit peu le colonne vertébrale vers le haut et relâcher un petit peu la mâchoire, la poitrine, le ventre, en prenant quelques inspires, expires, plus longs, plus profonds. En se rappelant aussi qu'il y a l'espace qui nous entoure et qu'on peut prendre quelques secondes pour l'observer. Et rien que le simple fait, en fait, de faire ces quelques mini ajustements, où perso, je me sens déjà un tout petit peu plus, apaisée. Donc, c'est pas des outils qui sont compliqués, c'est souvent, du travail de posture, de respiration, de régulation de réponse face au stress. Ça peut être un travail de posture. Si par exemple quelqu'un me dit, «Ah tiens, j'ai envie de travailler, l'assertivité». Hem, je me sens pas forcément confortable quand je me rends visible face aux autres. Qu'est-ce que tu as à me proposer? On peut faire le choix de travailler avec la posture et par exemple, il y a quelques postures, mmh, qui va nous permettre de prendre plus de place. Par exemple, si j'ouvre mes bras comme ça, déjà par défaut, je prends plus de place. Et je me dis: en fait, c'est, assez inconfortable mais intéressant. C'est pas habituel. Qu'est-ce que ça m'apprend sur moi-même, le fait d'être dans cette posture-là? Qu'est-ce que je découvre sur moi-même? Et comment est-ce que je peux apprendre à être plus confortable dans ces différentes façons d'être? Donc il y a finalement, de ce que je comprends de ce que tu expliques,
presque 2 aspects qui sont à la fois d'un côté, pardon, la prise de conscience et de l'autre, la régulation. Mais on n'est pas tout de suite dans l'idée de changer, de se transformer ou de coller à certaines attentes de la discipline, mais d'abord effectivement de faire l'expérience de quels sont les schémas qui s'activent de façon un peu automatique chez nous. Et une fois qu'on les met un petit peu, sur le devant de la scène, ensuite, on peut décider d'en installer d'autres si ça semble, nécessaire ou souhaitable. Exactement, exactement. Prise de conscience d'abord, une fois que la prise de conscience est installée, on identifie vers quoi on a envie de tendre et comment on peut élargir ce champ de possibles, et apprendre à être confortable dans les situations qui étaient peut-être inconfortables avant et comment Et le alors corps peut est-ce devenir un allié pour ça. très bien, donc en toujours en passant par le corps et en quoi ça diffère de la méditation de pleine conscience justement? Comment tu distinguerais les 2, même si, hein, il y a beaucoup d'éléments en commun, mais qu'est-ce qui fait que c'est une pratique de méditation de pleine conscience ou une pratique d'embodiment? Mmh. Dans une certaine mesure, l'embodiment inclut aussi ce grand champ d'embodiment inclut aussi la méditation de pleine conscience et le travail d'attention. Parce que finalement, notre façon d'être, dans le corps et d'interagir avec, la vie, l'environnement avec le corps, à travers le corps, ça passe aussi par l'attention. Où est-ce qu'on dirige l'attention et comment on choisit où la diriger à chaque instant? Donc en quelque sorte, la pleine conscience, le travail d'attention fait partie du travail d'embodiment au sens large. Pendant la session, d'embodiment, je peux tout à fait être amenée à demander, aux clients d'apprendre à être un peu plus délibérés dans leurs choix par rapport à où est-ce qu'ils dirigent leur attention à chaque instant et de l'autre côté, la méditation de pleine conscience, elle passe aussi par le corps. C'est quelque chose d'assez embodied, si on utilise ce Mmh. terme-là et pour pratiquer la méditation de pleine conscience, c'est très important de savoir, comment le corps peut à la fois, approfondir notre pratique, ou parfois justement la rendre plus compliquée, et comment on peut apprendre à mieux réguler nos états, peut-être avant la pratique de méditation ou même pendant, pour la rendre plus efficace et plus profonde. Plus concrètement, si je suis toute excitée, agitée et je m'assois pour méditer, peut-être que je vais pas réussir, justement à plonger dans la pratique parce que, j'ai pas fait ce travail préparatoire, pour m'apaiser un peu et pour réguler mon système nerveux. Donc ces 2 champs-là, se recoupent en partie, mais je dirais que l'embodiment, va encore plus loin, en quelque sorte peut-être, que la pleine conscience, en tout cas dans le sens d'action. Quel type d'action on peut concrètement, mettre en place et comment on peut incarner ce qui compte pour nous, dans le monde. Et pour moi, ça va au-delà du travail d'attention et de pleine conscience, même si ce travail-là nourrit, aussi dans une grande mesure et donc il y a cette notion d'action, concrète et il y a aussi, pour moi, cette notion de relation avec l'autre, dans l'embodiment qui finalement est souvent laissé de côté dans les approches de pleine Mmh. conscience. Pas toujours, il peut y avoir de la méditation sociale et cetera, mais ce sont des approches, finalement peu connues. Mais en tout cas, dans l'embodiment, dès le départ, il y a ce prisme de, comment notre état à nous et notre corps a un impact, sur notre relation à l'autre et comment on peut aussi, être plus conscient, de comment l'autre existe à travers son corps. Collecter ces informations-là pour ensuite en construire notre relation avec les autres en fonction de ça. OK, donc il y a la régulation de soi et ce qu'on appelle la co-régulation, c'est-à-dire, de travailler avec l'autre pour essayer de réguler les états internes, disons. Oui. On parle parfois de ces 4 quadrants, 4 dimensions de l'intelligence, embodied, inspiré par, le framework de Daniel Goleman d'intelligence émotionnelle. On peut parler de, à la fois compréhension et connaissance de soi et régulation de soi et ensuite, compréhension de l'autre et comment on peut effectivement soit co-réguler, soit réguler l'autre. Heu, Parfois quand je suis en tant que formatrice par exemple, si je parle comme ça ou si je parle comme ça, l'impact sur les étudiants ne sera pas le même et en tant que facilitateur, facilitatrice, enseignant,
On peut aussi, ajuster notre façon d'être, la posture, la voix pour, aligner, hem, nos choix, nos actions avec l'impact qu'on recherche. Très bien. Heu, Tu parlais tout à l'heure de leadership et en quoi, il est possible ou pardon, plutôt comment il est possible de décliner l'embodiment pour le leadership justement? Tu as fait allusion juste avant là. Mmh. Oui, je me suis formée à la prof qui s'appelle Embodied Leadership, que je trouvais assez fascinante, qui m'a fait beaucoup réfléchir à ce que c'est que le leadership et comment je le définis, pour moi. C'est vrai que c'est un terme qui est très large, un terme parfois un peu fourre-tout, que chacun a tendance à définir à sa manière. Déjà, je trouve que ce terme-là, il va au-delà du management et des positions hiérarchiques. Pour moi, c'est un terme, plus large, qui renvoie à notre façon d'être dans le monde, à cette prise de conscience qu'on a un impact sur notre entourage, sur le monde, déjà qu'on le veuille ou pas. En général, on a un impact, et comment est-ce qu'on peut, être un peu plus conscient et délibéré par rapport à ça? Et comment est-ce qu'on peut se rappeler que nos actions comptent et que notre façon d'être compte et que dans une certaine mesure, on est déjà un leader? Et si on a envie d'approfondir ça encore plus et peut-être avoir encore plus d'impact positif sur notre entourage, sur le monde, de proposer une vision, je pense qu'on ne peut pas oublier le corps, laisser le corps de côté. Finalement, le leadership passe aussi à travers le corps, par le corps et ça de plusieurs manières. Déjà, première chose, la régulation de soi, la gestion du stress, qui est pour moi une dimension essentielle du leadership. Si on veut, avoir un impact positif et qu'on est déstabilisé à chaque fois dès qu'il y a quelque chose qui nous perturbe, qui nous gêne, et qui nous sort de notre zone de confort, comment est-ce qu'on peut en fait apprendre à revenir à soi à travers une technique de régulation, du système nerveux, gestion de stress? Le corps, c'est aussi, on comment est-ce qu'à travers le corps, en fait, dans cette approche de leadership, comment est-ce qu'on peut créer, hem, une ambiance un peu plus inclusive par rapport à l'autre? Et bon, ça peut être tout bête, si je suis comme ça, Mmh mh. peut-être que tu vas pas te sentir vraiment en relation, en lien avec moi. Et si je me mets dans une posture plus ouverte, peut-être que ça a un impact différent sur notre communication, notre relation. Parfois, c'est un peu plus subtil que ça, mais comment le corps peut nous accompagner dans le fait de créer une ambiance, une présence plus inclusive, qui est pour moi aussi une dimension, très importante du leadership. Comment on peut aussi, être un peu plus clair et convaincant dans les messages qu'on cherche à véhiculer. Ça passe aussi par le corps. Comment on peut être plus à l'écoute de l'autre. L'écoute, c'est quelque chose de très, corporel aussi au final. Donc l'approche somatique embodied du leadership, elle, à la fois, elle part du constat que le leadership passe par le corps, que c'est une série de compétences, qu'on peut travailler, que c'est pas juste un trait inné, soit on est comme Mmh. ça ou pas, mais que ce sont des compétences qu'on peut travailler. La gestion de stress, l'écoute, la façon de réagir face aux critiques et qu'il y a des pratiques qui peuvent nous aider à travailler ces différentes qualités. Merveilleux. Bah, merci beaucoup Tania, c'est très riche. Est-ce que tu peux, pour terminer, nous dire comment on peut travailler avec toi si on le souhaite ou quels sont les événements, auxquels tu vas participer bientôt? Ou est-ce que tu on mettra ton site et tes réseaux, bien sûr dans pardon, désolé, ton site et tes réseaux dans la description? Mmh. Mais du coup, comment on fait si, après tout ça, après avoir écouté ce podcast, on se dit: «Mais cette femme est formidable, elle a un parcours incroyable et elle incarne justement son discours», donc qu'est-ce que tu proposes aux gens? Mmh. Je propose des sessions individuelles de coaching, pour les personnes qui sont justement curieuses et qui ont envie de découvrir, cette approche d'embodiment. Je travaille avec différents profils de personnes, mais souvent avec les gens, qui, travaillent dans les métiers à impact. Je travaille beaucoup avec les humanitaires, les personnes qui travaillent dans le domaine du développement international, mais pas que. Hem, Mon site
momentofpresence.com qu'on mettra effectivement Ouais, dans le descriptif, contient l'information sur les différents types d'accompagnement que je propose. Parfois j'organise aussi des cours de méditation en pleine conscience. Donc de temps en temps, je propose des séries de 6 séances pour les personnes qui souhaitent découvrir la méditation et de temps en temps, je propose aussi des ateliers ponctuels, parfois en présentiel à Nantes. D'ailleurs, je viens d'animer une série de 3 ateliers à Nantes et parfois en ligne. Le prochain aura lieu le 5 juin et portera sur la résilience des personnes qui travaillent dans le domaine, de l'humanitaire, au cas où quelqu'un est intéressé. En général, je partage les liens vers ces événements, sur mes réseaux sociaux. Donc on peut me trouver, sur toutes les plateformes, Instagram, Facebook, LinkedIn, avec, mon nom et prénom. très bien. Merci beaucoup. Est-ce que tu veux conclure par, voilà, est-ce que pour terminer, est-ce que tu as une phrase, un conseil, une recommandation? Je ne sais pas. Tout simplement de continuer à se rappeler que le corps, c'est vraiment quelque chose d'essentiel, et que, le mental et le corps, ça fait partie vraiment, intégrante de notre être, c'est pas 2 choses distinctes. C'est vraiment quelque chose, qui nous rend qui on est et que, il est très, très important finalement de revenir à notre corps, à nos sensations, très régulièrement. Et on n'a pas besoin de pratiques compliquées, de pratiques longues, parfois juste prendre un instant pour, ralentir et tout simplement observer comment on se sent dans l'instant, peut faire une grande différence, vraiment. En tout cas, ça, c'est, mon expérience. Quand je prends juste 5 secondes pour, OK, me demander comment je me sens et parfois peut-être juste pour, observer qu'en fait, oui, il y a un peu de tension et que je peux tout simplement changer ma posture pour me sentir un peu mieux. Ça peut faire une différence immense, en tout cas pour moi. Donc revenez au corps, observez comment vous vous sentez et qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous sentir ne serait-ce que 1 mieux. Ça peut faire une grande différence. Merveilleuse conclusion. Sieni. C'est fini, Merci beaucoup Tania pour de ton rien. partage et bravo pour, tout ce parcours qui est effectivement très inspirant, d'avoir su t'écouter, mais toujours avec cette, envie d'être au service de l'autre. Donc, félicitations et bon courage pour tes projets à venir. J'en profite pour dire que tu seras, aussi tu interviendras, à M le Sommet qui aura lieu, mi-octobre. Je Tout dis à pas fait. les dates pour être sûr de pas me tromper, mais il y aura aussi un lien, dans la description et donc tu nous proposeras une session d'embodiment. Oui, tout à fait, un grand merci encore pour m'avoir invité. Mmh. Bah, merci à toi et donc bah, d'ici là, on te trouve, le en juin pour l'atelier sur la résilience et sur internet. Merci beaucoup Tania, bonne journée.